Alors voilà une vidéo qu'on a enregistrée en fin d'après-midi avec Karl Brochu sur sa chaîne qui était en direct, qui est un succès. Bon, essentiellement on a parlé, parce que c'est sur ces questions-là qu'on a été sollicité, mais le clivage de tout ce qui est en train de se passer en Israël, à Gaza, mais également en Ukraine et partout, et en fait les mensonges, les manipulations, les éléments de langage et toutes ces choses-là. Je vais juste vous dire deux mots sur les résultats des élections législatives. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement ce qui était prévu. Pour l'instant, le RN n'a pas encore craqué, ça va arriver très vite, mais il est bien plus bas que là où il était attendu, puisque la soirée du premier tour, on l'annonçait avec des 320, même 350 députés, il fera la moitié, 175, peut-être 180, on verra, mais de toute façon, il sera très loin de la majorité absolue. Les LR, tendance Ciotti, vont avoir une quinzaine de députés, donc qui s'ajouteront à cela, donc ensemble, entre guillemets, de toute façon, ils resteront sous les 200. Les LR non Ciotti, eux, seront peut-être une quarantaine, donc ils limitent, entre guillemets, les dégâts. Les LFI seront sous les chiffres qu'on pouvait imaginer pour eux, et ce qui montre bien justement que la position qui est celle qu'ils défendent n'a pas été un grand succès, entre guillemets, à l'intérieur du nouveau Front populaire et d'une façon générale vis-à-vis des électeurs. Leur diabolisation a été particulièrement réussie, et pour plein de bonnes raisons par ailleurs, mais en tout cas ils avaient le courage de s'exprimer sur Gaza, donc eux ils devraient avoir aux alentours de 50, mais en réalité c'est finalement ensemble et tout ce qui est satellite qui va arriver aux alentours de 160, ce qui veut dire que en fait Macron n'aura pas forcément besoin de changer. Est-ce qu'il peut garder Attal ou est-ce qu'il va prendre un vieux loup franc-maçon, sioniste, etc. Puisque finalement 80% des députés seront pro-sionistes et pro-laisser-aller des bombardements et crimes de guerre, soif, famine, etc. à Gaza. On le saura. En tout cas, les images sont de plus en plus épouvantables, de plus en plus tristes, puisque c'est des épidémies, c'est la famine, c'est des corps déchiquetés, etc., etc. Alors on me reproche de montrer ces images. J'en parle pas mal avec Karl. Si on ne les montre pas, elles n'existent pas. Et d'ailleurs, même si on les montre, les gens doutent, les témoignages, etc. Donc il faut le dire. Je remontre rapidement les miels châtaigniers. Alors, c'était mon dernier, donc il est vendu, mais j'en ai d'autres petits. Acacia, tournesol. Alors, comme vous voyez, ce sont des pots qui sont ciselés, donc il y a des petits cœurs, des petites fleurs. Il y a marqué à chaque fois humain et libre, parce que pour moi, c'est la clé de tous. Ce sont des miels qui sont extraordinaires. Donc les gens qui les ont goûtés, peut-être vous verrez dans les commentaires, disent que c'est fabuleux. Là, il y a un miel, un mélange de miel crémeux avec des noix, mais des noix de jardin, donc d'arbres non traités, etc. Ce qui est quasiment jamais le cas, même quand elles sont dites bio, vous seriez surpris. Et là, c'est un miel toute fleur. Donc comme vous voyez, il est en train de cristalliser, de durcir, ça ne change pas du tout ses propriétés. Voilà, et donc toujours des petites fleurs, des petits cœurs, c'est très agréable. Donc n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, vous avez tous les éléments pour le faire. Vous pouvez aller sur PayPal ou ailleurs. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc, soirée sans aucun intérêt. C'est pour ça que je ne vais même pas faire de direct ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien à dire. Tout était prévu à l'avance. La seule surprise, entre guillemets, c'est quelle gueule ils vont tous faire pour expliquer que là, ceci ou cela a été sauvé. C'était n'importe quoi. Ça ne servait à rien, puisque l'enjeu, en réalité, ce serait de retrouver l'autonomie, un Frexit.
et sortir de l'OTAN, etc. et avoir des relations d'intérêt, entre guillemets, des relations qui concernent la France, donc des bonnes relations avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec tous nos voisins, évidemment, avec Israël, mais aussi avec l'Iran, avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Égypte, la Turquie, avec tout le monde, des relations avec la Corée du Nord, avec la Russie, avec la Chine, avec le Mexique. On doit avoir des relations raisonnables avec tout le monde. Et les seuls pays qui se comportent comme ça, en tout cas vouloir avoir des relations raisonnables avec tout le monde, on les connaît, c'est la Russie. Et je dis beaucoup de choses dans cette vidéo, vous allez vraiment l'aimer, je pense. Voilà, donc pensez miel, pensez bonheur, pensez amour. Le projet du voyage de Compostelle est quasiment confirmé. Je pense qu'on sera peut-être une dizaine, hein. Donc je décrirai de plus en plus comment ça va se passer, mais je pense que ça va être formidable. Et l'idée, c'est pas tellement d'atteindre une cible, hein, de réussir à aller de tel endroit à Compostelle. L'idée, c'est plus de réussir en échangeant, en réfléchissant au sens en fait d'une telle démarche qui pourra être prolongée par certains, qui pourra être reprise quelques semaines ou quelques mois après par d'autres, ou voire essayer de faire quelques dizaines ou centaines de kilomètres et de méditer et finalement de trouver en soi, mais à l'intérieur d'un groupe avec des débats, avec des réflexions de gens qui se connaissent ou pas, plein d'idées, et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, à bientôt. سلام Salut Karl, et merci de continuer à être aussi implacable que tu l'es, puisque à peu près tous les jours, je vois Brochu en direct sur X, Brochu en direct sur YouTube, Brochu, parce que en fait, tu as réussi à fidéliser autour de toi pas mal de personnes qui ont toujours un discours droit, honnête. Hier, je t'entendais parler avec le capitaine Place, l'autre fois, je t'entends parler avec Vernochet, avec Erwan Cassel. En fait, c'est passionnant, et tu es passionné par les personnes que tu interviews, et je pense que les auditeurs le ressentent. Et ce qu'on a remarqué, toi comme moi, c'est que le nombre de personnes qui viennent assister au direct augmente, mais de façon exponentielle, hein. C'est-à-dire, sans le soutien d'aucun gros média, sans le soutien de personne, il y a une croissance très très forte qui se met en place. Donc tu dois avoir une recette particulière, hein. Bravo. Puis je te lance aussi le compliment parce que t'es toujours disponible quand je t'appelle et ce qui nous regroupe, toutes ces personnes-là, c'est nos valeurs de cœur. J'ai l'impression de communiquer avec des gens qui mettent tout leur cœur pour sortir de cet empire du mensonge-là que je dénonce moi depuis plusieurs mois. J'ai la collaboration effectivement du capitaine Place qui travaille très fort. C'est lui, entre autres, c'est grâce au capitaine Place si on se parle aujourd'hui. Il travaille en France et un peu partout en Europe pour Brochu TV. Et je suis très reconnaissant envers tous mes collaborateurs, mais particulièrement au capitaine Place. Bertrand, ça fait, il reste quoi, environ 3 heures de votation en France. Comment se porte le vote actuellement, le taux de participation? Alors, d'une part, c'est complètement incroyable. Le taux de participation à 5 heures était voisin des 60%. Il faut savoir qu'en 2022, il n'y a même pas eu 60% de gens qui ont mis un bulletin dans l'urne à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'on est à 20 points au-dessus, 20 points au-dessus de 2022. Donc c'est incroyable. Depuis 5 législatives, il n'y a jamais eu autant de participation qu'aujourd'hui. Donc on ne sait pas ce qui va sortir des urnes, puisque beaucoup de personnes pensaient
que les gens allaient s'éloigner des urnes, puisque en réalité, on voit bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, on l'avait déjà dit dès les européennes. À 80, en fait, tous les candidats, quasiment, ils sont d'accord sur l'Union européenne, ils sont d'accord sur l'OTAN, ils sont d'accord sur l'euro, ils sont d'accord sur les retraites, le chômage. À des détails près, ils disent qu'ils pourraient changer les choses, mais à chaque fois, ils disent sous réserve qu'on trouve de l'argent pour le faire. Donc en réalité, comme ils trouveront pas d'argent, vu le niveau de l'endettement de la France, eh ben ils le feront pas. Donc en réalité, ils font la même chose. Et à part sur Gaza, où il y a une petite différence marquée entre LFI et les autres, ils sont tous pareils. Mais de toute façon, on a une tendance avec les élections. Il vient d'y avoir des élections en Angleterre. C'est un candidat travailliste qui est élu, mais dès son élection, il annonce que ils feront Shabbat au 10 Downing Street. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, on va être très proche d'Israël. Ce qui n'était pas le cas de Sunak. Sunak était un peu, mais comme souvent, en fait, tu vois, les gens d'Inde, ils sont sensibles un peu à toutes les religions, mais il avait un côté humain. C'est pour ça qu'il voulait, et ça lui a posé aucun problème de dire, allez, j'arrête d'être Premier ministre entre la guerre qui se profile avec l'Ukraine et, et ce qui se passe à Gaza et la rue anglaise qui gronde, je veux pas faire partie de ça. On en avait parlé au Mexique, la présidente dans un pays à 85% catholique, qui est LGBT+, pro-IVG, de religion juive. On se dit, mais tout le monde nous parle d'antisémitisme en permanence, mais en réalité, la religion juive a jamais été aussi présente au pouvoir partout dans le monde. Et ça s'accroît. Donc, de quoi il nous parle? De quoi il nous parle? D'où vient le mensonge de nous donner l'impression que il y a un problème? Il n'y a pas de problème des peuples avec la religion juive. Il y a un problème avec manifestement la puissance de la religion juive pour réussir à faire élire des gens qui sont loyaux. On voit bien aux États-Unis, on ne peut pas s'exprimer si on n'est pas en ligne avec ce que demandent les PAC, qui se vantent de faire élire 85% des représentants et des sénateurs. Et de la même manière, on voit en France le parti de Bardella, puisque c'est plus un parti Le Pen, c'est le parti de Bardella, qui rêve quelque part d'être invité au CRIF et qui travaille dans ce sens, parce que c'est un gage d'avoir une possibilité un jour d'être élu. Et on voit d'ailleurs qu'ils ont la possibilité d'être élus uniquement parce que depuis 2 ans, tous leurs efforts étaient d'être en ligne quelque part avec cette politique de guerre, avec cette politique de, de haine, entre guillemets, contre les musulmans, contre les banlieues, qui sont responsables de tout en réalité. Et, et on en arrive à un moment où, sur les Champs-Élysées à Paris, pratiquement tous les magasins, alors qu'ils étaient encore ouverts, ont des gens qui venaient installer des panneaux de bois sur les façades. Donc il faut regarder les images devant le magasin Louis Vuitton, les magasins de montres, etc. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'ils veulent nous faire croire que la révolution arrive. Et c'est pas une coïncidence si ces grandes sociétés qui appartiennent à des grands groupes internationaux qui sont liés à BlackRock, à Vanguard, donc au capitalisme américain, nous font passer le message que la révolution arrive en France. On est à 15 jours des Jeux Olympiques. Et ils nous disent qu'un soir électoral, ils ont besoin d'avoir 25 000 policiers et gendarmes dans les rues pour contenir les risques d'explosion du peuple. Mais le peuple, il n'explose pas à cause des élections. Le peuple, il explose parce que les gens en ont véritablement ras-le-bol. Ils n'ont pas été écoutés avec ce gouvernement depuis 7 ans. Les gilets jaunes, les suspendus, les effets secondaires, les conséquences des sanctions sur la hausse des prix, l'électricité, les isolations, etc. Maintenant, même les petits entrepreneurs à la campagne qui ne savaient pas où donner de la tête il y a quelques années pour travailler, tellement il y a eu un effet, entre guillemets, de rebond après le Covid, et qui aujourd'hui ne trouvent plus même des petites missions parce que les gens n'ont plus d'économie. Les grands-parents
tout l'argent qu'ils ont en rab le donnent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants pour leur permettre de survivre et de se nourrir, etc. Tout est devenu tellement cher. Des gens qui ont des gros salaires à Paris ou en région parisienne, ils ne peuvent plus trouver de quoi se loger. Parce que les gens préfèrent même pas louer, tellement ça leur coûte cher entre les impôts, les charges, les risques, etc. Ils essaient de vendre, mais plus personne ne veut acheter parce que les prix sont trop élevés. Donc on est véritablement dans une situation où, voilà, et les réformes sur le chômage, réformes sur les retraites, constitution de l'IVG, enfin, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. On sait même pas s'il y a encore des hommes qui aiment les femmes à la tête du pouvoir en Occident. Enfin, en tout cas en France. Ah oui, ah oui, ah oui, en France, c'est énorme. Et Bertrand, là, tu touches un aspect que j'ai voulu approfondir cette semaine à travers tous mes collaborateurs. C'est cette préparation-là des esprits en Occident qui a une montée de l'intolérance, une montée de l'extrême droite. Ici au Canada, là, on nous a tapé les oreilles là, depuis le résultat du premier tour en France. On a des nouveaux spécialistes de la politique française qui nous fait craindre le pire, que des gens de SOS racistes de Paris qui viennent intervenir sur les ondes des radios du Québec pour nous avertir qu'il y a une montée de l'intolérance en Europe. Et ça me rappelle beaucoup les peurs qu'on a voulu mettre en place lors de la COVID avec ce fameux virus qui allait décimer l'ensemble de la population si on n'acceptait pas les nouvelles mesures. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de créer un bouc émissaire qui est les méchants identitaires extrême droite qui vont être les boucs émissaires de ce qui s'en vient. Là. Le crash financier, tu l'as décrit un peu avec le taux d'inflation qui est énorme ici aussi au Québec. Le prix des denrées ne cesse que d'augmenter. Le pouvoir d'achat est devenu... notre pouvoir d'achat baisse de jour en jour. Et j'ai l'impression qu'on est en train de monter à la tête de ceux qui entre autres, là, l'extrême gauche. J'aime pas beaucoup décrire les gens de gauche ou de droite parce que je trouve que c'est un leurre, mais quand même, il y a un groupe de la population là, qui sont accolés au message des médias de masse. Et là-dessus, là, on travaille fort pour créer des peurs. Et j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu pendant la COVID. Mais là, on ne connaît pas la suite. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines, mais ça sent pas bon. Hein? On essaye, à mon avis, de développer là, un coupable pour que ceux qui sont les véritables coupables, l'état profond, qui est difficile à identifier, j'ai l'impression là, que ça augure mal pour les prochaines semaines. Sans être un prophète de malheur, Bertrand, pourrais-tu nous expliquer la fonction de ce qu'on entend un peu partout actuellement? Tu l'avais parlé, hein? Tu nous l'avais dit après les résultats du premier tour, tu avais dit qu'ils vont sortir l'argument des chemises brunes. Ouais. On avait dit ça dès les élections européennes, avant même le premier tour. On avait dit qu'en fait, depuis toujours, le Front National est l'allié des gens qui sont ou qui veulent le pouvoir. C'est Mitterrand qui a institutionnalisé ça. Et en fait, le spécialiste hors du commun, c'est Macron, puisque Mitterrand, au moins, il avait été élu à la loyale dans sa première élection. Et il n'avait pas eu besoin, entre guillemets, enfin le Front National l'avait aidé, mais c'était pas aussi frontal que ce qui s'est passé avec Macron. Alors Chirac avait été élu la deuxième fois face au Front National, mais là Macron n'a jamais été élu autrement qu'en faisant craindre la montée du Front National. Mais à l'époque, le Front National, c'était un parti, entre guillemets, qui avait des positions tranchées sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire que le Front National, dès 2017, et même le Front National de 2022, c'était un parti qui disait « on va demander aux Français de s'exprimer sur l'Union européenne ». C'était une des promesses
de Marine Le Pen. C'était on va écouter ce que les Français ont à dire au sujet de l'Union européenne, référendum. Mais maintenant, plus du tout ça dans le discours du Front National. Il parle plus du tout de ça. Avant, le Front National avait le sentiment qu'on avait intérêt d'avoir une forme de proximité vis-à-vis de la Russie, que c'était l'intérêt supérieur de la France. Mais comme à certains moments, des gens ont voulu dire la même chose en Allemagne, alors là, le président hongrois est allé visiter Vladimir Poutine à Moscou il y a quelques jours, après avoir été voir Zelensky, mais tout de suite, il subit des pressions énormes, il est présenté comme un traître, etc. C'est-à-dire que les médias sont tellement puissamment opposés à l'idée qu'on touche à l'Union européenne ou qu'on touche à l'OTAN que le Front National a effacé complètement ça. Et donc, depuis 2 ans où ils ont effacé leurs différences, qui permettaient de justifier de les diaboliser. Ils disaient, ils veulent qu'on soit une colonie de la Russie, ils veulent que l'Europe n'existe plus et la France sera un fétu de paille qui disparaîtra pour l'histoire. Ils veulent. Et ça a fonctionné parce qu'en fait, quelque part, le Front National était un peu clivant. Mais là, depuis 2 ans, ils ont enlevé tout ce qui était clivant. Et donc, les médias ont mis en avant comme une immense star, depuis 2 ans dans les médias, Bardella. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est parfait. On pouvait le faire monter tranquillement. Il représente aucun danger. LGBT+, pro-OTAN, pro-aide à l'Ukraine. Alors, il dit toujours, il faut pas envoyer de soldats, il faut pas machin. Mais n'empêche que le Front National, il a voté pour Macron quand il y a eu les demandes de financement de l'aide à l'Ukraine, etc. Comme les LR, comme tout le monde, ils ont presque été unanimes, alors qu'au début, ils avaient dit il est complètement fou avec ses demandes. Ils sont évidemment pro le droit d'Israël à se défendre. Alors quand on voit les images qui arrivent de Gaza, franchement, moi j'ai beaucoup de gens qui me reprochent de montrer les images qui sont effectivement très dures de Gaza, mais c'est tellement facile de se voiler la face comme une autruche. Ah non, mais c'est des images qui me font mal. C'est un peu comme les camps de concentration. Ah non, mais arrêtez, montrez pas les images des camps de concentration, ça fait mal. Mais pourtant, ça, on nous les impose tout le temps, depuis 75 ans. Il faut jamais oublier. Mais dans le cadre de Gaza, on a les images, mais il faut pas voir. Comme ça, évidemment, si les gens voient pas la cruauté, les enfants décapités, les corps démembrés, les femmes enceintes tuées, le sang partout, la saleté, la maladie, la famine, bah effectivement, quand on dit il y a un génocide, les gens disent mais comment t'oses parler de génocide et tout? Personne ne dit ça. Je lui dis mais t'as pas vu les images? Ah non non, moi je veux pas voir les images, c'est trop dur. Tu sais, ça blesse mon âme. Il faut pas blesser mon âme. Moi je suis sensible. Déjà, il y a la pauvreté en France, il y a des gens qui dorment dans la rue. Alors imaginez la pauvreté et le drame encore plus grand à Gaza, je pourrais pas le supporter. Mais les mêmes personnes, ils vont voter pour les 80% de gens qui se présentent en politique en France et qui trouvent que ces bombardements sont tout à fait normaux et acceptables, et d'ailleurs qu'il faut aider Israël, qu'il faut fournir des armes, et ils se sont quasiment tous levés pour acclamer Netanyahou quand il a parlé en direct sur TF1. Et ensuite sur LCI. Et il se lève quand Zelensky vient à l'Assemblée nationale française avec des drapeaux ukrainiens. Ah oui, puis j'ai l'impression que dans le cas de Gaza, on était en train de l'avoir, là, d'être capable de faire la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. On était capable là, de faire une différence. On dirait que depuis quelques semaines, Bertrand, que le système l'a complètement élucidé, ça. Exactement. On n'entend plus parler de ce qui se passe là-bas. Mais et là, on dirait que ça, toutes les mythes qu'on croyait éteints reviennent. Et ce qui, en tout cas ici au Canada, je ne sais pas ce qui se passe dans les universités en France,
À Toronto, on a réussi, là, via la Cour en Ontario, de démanteler les camps d'opposition dans les universités, entre autres à l'Université de Toronto. Et là, c'est en train de pousser ici à Montréal, où j'ai l'impression là, que par des mesures judiciaires, on va réussir à démanteler ces oppositions-là qui gardent le cap sur j'aime pas utiliser le terme génocide parce que je trouve qu'il a été trimballé d'un bord puis de l'autre, mais utilisons-le. On dirait que là, le système semble reprendre force sur. Moi, sans prendre parti d'un bord ou de l'autre, on ne doit pas rester indifférent au drame humain qui se passe là-bas à Gaza. Exactement. J'avais accusé de faire venir que mes pro-palestiniens dans mes émissions, mais qu'on m'en invite des gens qui sont pro-Israël, qui essaient de m'expliquer la logique depuis le 7 octobre. Moi, je suis. Et même avant, ça dure depuis des années. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin à un de mes collaborateurs. Il faut pas juste regarder depuis le 7 octobre. Il faut regarder ce qui se passe depuis 75 ans, depuis même le début du 20e siècle. Imagine. Comment l'État d'Israël s'est établi là. Mais je vais donner un exemple. Imagine, tu as un chien et une chienne et ils ont des bébés. Et tu veux dresser le chien et tu te mets à tuer les bébés pour lui montrer qu'il faut qu'il se calme. Mais le chien, il aura qu'une envie. Et les autres bébés, c'est de te tuer toi-même. Et tu peux faire le parallèle avec n'importe qui. N'importe qui. Toi, tu as quelqu'un. Tu habites là, avec ta famille depuis très longtemps. Tu as une terre au Québec et ta famille, vous vivez, vous avez des maisons, vous avez des champs, vous avez plein de choses. Et puis, il y a des gens dans un truc qui s'appelle les Nations Unies avec les Anglais, etc., qui disent, écoute, mon cher Karl, il y a 2000 ans, voilà, il y a cette famille qui était de passage là, et puis après, ils sont partis en Europe. Alors, ils sont peut-être pas liés à ça, mais on a décidé de leur donner une petite partie de ton terrain. Je sais que c'est pas grave, Karl, mais franchement, c'est pour la bonne cause. Tu sais, nous, en Europe, on a été horrible avec eux. Il y a eu un génocide, il y a eu les camps de la mort, etc. Il faut qu'on trouve une solution. Et c'est quand même pas beaucoup que le monde leur donne un pays. Et ils arrivent chez toi, et direct, ils trouvent que les chambres qu'ils ont eues, la vue sur la mer qu'ils ont eue, les champs, l'accès à l'eau étaient pas sympathiques. Donc ils se mettent à faire la guerre avec les voisins, avec la Syrie, donc ils contrôlent l'accès à l'eau, avec le Liban, parce que le Liban fait chier, il y a des champs gaziers en face. Mais surtout, avec les gens avec lesquels on a partagé le territoire, on a partagé la maison. Donc il y a la fameuse Nakba, on leur dit vous partez, mais gardez vos clés, vous pourrez revenir. Puis évidemment, ils peuvent jamais revenir, parce que ce qui est pris par le plus puissant, il est jamais redonné. Et puis après, un moment, des pays arabes se disent ah ben non, mais là c'est pas possible, il faut qu'on aide les Palestiniens, c'est un cauchemar. Sauf que ils ont des petites armes, mais Israël, il est équipé avec plein d'armes, il a plein de renseignements, il a les Américains, les Français, tous ces pays-là qui lui ont donné. Donc évidemment, ils flanquent une raclée aux autres, qui sont terrifiés après. Il a fallu attendre l'Iran il y a quelques semaines pour qu'un pays arabe ose envoyer en tant que pays des bombes vers Israël. Mais ils en ont pas envoyé une ou deux, ils en ont envoyé des centaines pour dire attention, on est sérieux, parce que la prochaine fois, on en envoie beaucoup plus. Donc ça a calmé les Israéliens. Mais ça les calme pas vis-à-vis du Liban. Ça les calme pas vis-à-vis de la Syrie. Et ça les calme encore moins vis-à-vis de Gaza et de la Cisjordanie. En Cisjordanie, il se passe rien. Mais tous les jours, il y a des morts tués par les Israéliens. À Gaza, les gens me disent, mais tu parles beaucoup de ça. Mais vous avez l'impression que j'en parle beaucoup. Je parle de tous les sujets. De tous les sujets. Sauf qu'il y a tellement peu de personnes qui parlent de Gaza que, en tout cas en français, je suis une des rares personnes qui a un gros compte et qui en parle. Donc évidemment, les gens, ils sont tellement contents de voir quelqu'un qui en parle, je parle des petits comptes, qui retransmettent et voilà les images que je mets qui sont dures, etc. Il y a beaucoup de monde qui les voit, mais moi j'aimerais ne jamais parler de Gaza. Vous croyez que ça m'amuse de me prendre toutes les insultes du monde, toutes les menaces du monde parce que j'en parle? Mais moi je peux pas ne pas en parler.
je peux pas ne pas parler d'enfants qui sont tués, assassinés chaque jour. Je peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui peut m'expliquer comment on peut bombarder hier une école et tuer 16 enfants qui étaient dans un abri marqué comme un abri des Nations Unies dans une école? Des petites filles qui étaient habillées élégamment, etc. Parce que dans les écoles, les profs essaient de leur faire penser à autre chose. Donc on les habille bien, on les lave bien, on prend soin d'eux parce que ils habitent dans des tentes maintenant. Ils sont 2,5 millions, 80% des maisons ont été détruites. Alors j'emmerde les gens qui disent qu'il faut pas parler de ça parce qu'on en parle trop. Parce que j'en parlerai autant qu'il faudra, autant que j'aurai l'impression qu'il faut en parler pour que quelques personnes de plus comprennent l'horreur. Parce que dans les médias français, on n'en parle jamais. Sur une chaîne qui s'appelle CNews, ils ne parlent chaque jour que des otages qui sont pas libérés. Ils ne parlent pas des 15 000 personnes qui sont otages au même titre que Assange était otage. Ils sont otages sans aucune raison. Parce qu'Israël, il flingue les terroristes. Il les tue sur place. Il les laisse se vider de leur sang sur le terrain. Les gens qui sont prisonniers, c'est des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des gens qui sont soupçonnés, comme ils ont une bonne corpulence, ils ont des muscles, ils ont leurs 2 jambes et leurs 2 bras, ils sont soupçonnés de pouvoir être dangereux. Donc Israël les met pendant des mois ou des années en prison, au cas où. Et puis il trouve toujours un chef d'accusation. Il y a quelqu'un qui vous a vu un jour, vous voyez, sur cette caméra à 300 mètres, un monsieur d'1,80 m brun, etc., qui a une veste kaki, ça vous ressemble. Mais attendez, on est des dizaines de milliers comme ça. Oui, bah d'ailleurs, on a attiré, enfermé des dizaines de milliers comme ça, pour un qu'on soupçonne. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa, il a été mis en prison sans aucune raison. Bertrand, tu vas peut-être avoir l'impression que tu te répètes, mais écoute, ce matin, j'ai eu une émission avec Bob Sirois qui commente pour Brochu TV l'actualité américaine. Et en deuxième partie d'émission, on a eu un débat de ça. Et on va rester respectueux parce que on n'a pas accès à l'information. Et surtout pas du côté américain ou même dans les médias alternatifs, on est vraiment très il n'y a pas beaucoup d'informations sur la réalité à Gaza et le fameux 7 octobre, où le narratif, il y a eu 1400 victimes lors de l'attaque du Hamas, des enfants démembrés. Ce matin, je me l'ai fait servir encore, disant que c'est de la foutaise, ceux qui nient l'attaque du 7 octobre. Il y a eu bel et bien une attaque le 7 octobre, mais tu peux-tu, s'il te plaît, pour le public du Québec, qui nous sommes entourés là d'un brouillard, de bien nous expliquer, entre autres, j'ai essayé de l'expliquer à Robert Sirois. Alors, je vais l'expliquer très clairement. Oui. Petit 1, depuis 2005, donc en 18 ans, il y a eu 6 guerres d'Israël contre Gaza. 6 guerres. En 2014, il y avait même Jean-Marie Le Pen qui était interrogé là-dessus à la télé et qui disait « Moi, je comprends pas où trouvent leurs armes le Hamas parce que c'est complètement un ghetto enfermé. Donc, est-ce que Israël laisse passer de temps en temps des armes pour qu'ils en aient, mais de si mauvaise qualité qu'ils ne font jamais une seule victime avec leurs obus. C'est-à-dire, il y a des guerres qui sont déclenchées pour des obus qui sont envoyés qui ne touchent jamais personne. Et même si ça touchait quelqu'un, ça ferait des petits dégâts. Enfin, c'est toujours grave des dégâts sur un civil ou même sur la voiture de quelqu'un. Personne n'a envie de ça. Mais disons qu'ils s'interrogeaient là-dessus. Mais les conséquences de ces obus, c'était toujours la destruction des morts et la haine qui était réalimentée dans le monde arabe, dans le monde musulman et à Gaza. Puisqu'en fait, c'est une machine infernale. Les banlieues dans tous les pays du monde souffrent de voir ça et se disent mais comment? C'est parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont faibles, etc. Et donc ça crée du racisme. Mais jusqu'à maintenant, c'était relativement court. C'est que Robert Sirois, il me dit que c'est une question de survie pour l'État d'Israël en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Ça, là-dessus, je suis très d'accord.
Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est effectivement, il faut comprendre que c'est passé avant le 7 octobre et le 7 octobre pour voir un peu comment on nous manipule actuellement. Alors, revenons maintenant, on est dans la chronologie. On a découvert au fur et à mesure du temps que pratiquement toutes ces guerres, en fait, les causes qui avaient déclenché les guerres avaient toutes été fabriquées. C'est-à-dire, c'était des faux enfants enlevés. Par exemple, en 2014, bizarrement, la guerre, elle a commencé le lendemain du vol MH qui s'est écrasé en Ukraine. C'est-à-dire, tous les regards étaient tournés vers l'Ukraine. Tu sais, le fameux vol MH. Vous regardez la date, il s'écrase. On accuse les Russes d'avoir permis de tuer les passagers de cet avion, etc. Et le lendemain, une guerre éclate de Israël contre la bande de Gaza. Et là, on a cette guerre en Ukraine. Et là, il y a une très longue guerre d'Israël contre Gaza. C'est-à-dire que c'est comme si ces guerres, elles avaient toujours lieu dans un timing où elles sont cachées. Puisque la communauté internationale, on essaie de nous dire qu'en réalité, la seule guerre qui se passe, la seule guerre qui a un enjeu, c'est la guerre contre l'Ukraine, qui est une guerre pour sauver, entre guillemets, la démocratie dans le monde. Mais le pays le moins démocratique du monde aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Le président, constitutionnellement, il représente plus rien, puisque la constitution n'a pas été changée. Il n'y a plus aucun parti d'opposition qui est autorisé. Ils ont tous été mis en prison. Il n'y a aucun média d'opposition qui est autorisé. Donc il y a quelqu'un qui est au pouvoir dans ce pays, qui n'est au pouvoir selon aucune constitution, aucune élection, rien du tout. C'est juste que les alliés disent, c'est bon. Ils avaient essayé de faire l'inverse au Venezuela. Tu sais, où ils avaient pris quelqu'un qui était censé représenter le pouvoir. Alors, ce qui permettait de confisquer l'or, ce qui permettait de confisquer des boîtes, etc. Mais c'est toujours le même cinéma. Ça a permis de faire des sanctions à la Russie. Ça a permis de confisquer l'argent à la Russie. Ça a permis de faire refonctionner l'industrie de l'armement, qui a rapporté des milliards aux Américains, mais pas qu'aux Américains, aussi aux Français, de refaire fonctionner à plein les industries d'énergie. Parce qu'en réalité, l'essence en France, elle est toujours proche de 2 euros. Alors qu'on trouve du pétrole comme on n'en a jamais trouvé dans le monde. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer qu'elle avait découvert des champs de pétrole inimaginables. La Russie, pareil. L'Iran, pareil. D'ailleurs, il y a eu des élections en Iran qui se sont très bien passées. Alors, je ne connais pas encore les détails du président qui a été élu, mais je pense que ce sera un très bon président pour l'Iran, puisqu'il est déjà critiqué complètement par les médias occidentaux. Donc, c'est qu'il est bien. Mais pour revenir au 7 octobre, toutes les enquêtes montrent que Israël connaissait la préparation. L'Égypte a prévenu, des agents des services secrets, le Mossad, tout ça, tous ces gens-là avaient prévenu qu'il y avait quelque chose de très gros qui se passait. Et on leur a dit non, non, c'est ridicule, circulez. La veille, alors que c'était l'anniversaire de Yom Kippour, donc les 50 ans, t'imagines, une date super symbolique, ils ont donné des permissions aux soldats, les garnisons étaient vidées, etc. T'aurais pas pu faire sortir un chat de Gaza sans qu'il soit tué immédiatement. Et là, il y a 1200 personnes avec des petites bicyclettes, en sandales, avec des lance-pierres ou des couteaux qui ont réussi à sortir, aller prendre en otage des gens dans des casernes, aller jusqu'à un kibbutz et surtout une rave party. Mais qui met une rave party à 2 kilomètres de la bande de Gaza où les gens ont même pas de quoi manger et boire? Si c'est pas d'une part une provocation, et surtout, elle est mise à une date où il y a tellement de gens qui ont alerté qu'il risquait d'y avoir une opération qui allait se passer. Et puis surtout, le truc est absurde. Enfin, les mecs, ils ont des deltaplanes, comme dans la couverture de The Economist. Et donc, ça a permis aux Israéliens de dire l'armée de l'air du Hamas, parce qu'il y avait 3 parachutes avec une hélice et 2 deltaplanes. Il y a eu 2 ou 3 bateaux. La marine. Ils ont montré des torpilles, la marine et ses torpilles, la cavalerie lourde, parce qu'ils avaient des véhicules Toyota
si tu veux, qui avait moins de 300 000 kilomètres au compteur. Parce que c'est à ça que ça ressemble, Gaza. Il faut pas croire qu'ils ont des grosses Bentley ou des Ferrari ou des tanks avec des vitres pare-balles, etc. Il y a rien de tout ça à Gaza. C'est pour ça que les mecs, même les humanitaires, avec des tout petits drones, ils réussissent à tuer des convois entiers d'humanitaires. Parce qu'il n'y a pas de véhicules blindés, il n'y a pas de, il y a pas de véhicules avec des brouilleurs de drones, il n'y a rien du tout. Ce sont des cibles. Les tentes, une toute petite bombe, comme c'est des tentes en plastique, donc ça brûle immédiatement. Mais bref, donc il y a plein de preuves qui disent Israël savait pour le 7 octobre et finalement, est-ce que ça les arrangeait pas? Il y a plein de vidéos qui sont sorties où Netanyahou explique que le Hamas, c'est une bénédiction. D'une part, parce que ça désunit les Palestiniens. Ils ne parlent pas d'une seule voix, puisqu'en Cisjordanie, ils ont un président, mais c'est le Fatah, et à Gaza, c'est le Hamas. Et ils font en sorte qu'ils s'entendent pas très bien. Ce qui fait que par rapport à la solution à un pays, ça peut pas marcher. Puisqu'en fait, même les Palestiniens, sous cet angle, ils préfèrent avoir une solution à 3 pays. Un pays qui serait Gaza, un pays qui serait la Cisjordanie et un pays qui serait Israël. Sauf qu'Israël, il grignote de tous les côtés. Déjà, Gaza, c'est tout petit, mais il y a des zones de sécurité. Donc, quand tu prends les barrières de Gaza, eh ben, t'as un no man's land obligatoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas faire d'agriculture, ils peuvent même pas faire d'eau villiers. De toute façon, ils ont même pas assez d'eau pour boire et se laver. Donc, ils risquent pas d'en avoir beaucoup pour les plantes. Ben là, les organisations humanitaires, elles disent qu'ils n'ont jamais vu une telle proportion d'enfants avec des hépatites A, B et C. Parce que la bouffe est tellement impropre. Ils ont des infections de la peau, des infections des pieds, des choses qu'ils ne pourront jamais soigner. Parce que c'est presque trop tard. Ça veut dire qu'il y a des générations entières. Nous, en France, les complotistes, ils disent « Ah, c'est terrible, les effets secondaires du vaccin. » Mais les mêmes, il est en train d'y avoir des effets secondaires de la guerre sur la population en face du Hamas et on les entend pas. C'est-à-dire des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes qui vont mourir à petit feu à cause des effets secondaires de cette guerre. Et tous les complotistes qui ne pensent qu'à des guerres qu'ils ont perdues, parce qu'ils ont perdu. Mais même contre Fauci, tout ça, les gens disent ça y est, l'état profond tombe. Mais l'état profond ne tombe pas du tout. Fauci touche sa retraite, tranquillou, il sort toujours, il est toujours aussi riche, aussi puissant. Et les gens qui l'accusent, de toute façon, le mec il dit bah oui c'est vrai. Peut-être j'ai fait des erreurs, mais rappelez-vous, j'avais dit dans telle vidéo que il sera jamais arrêté. Bertrand, l'autre chose aussi, puis j'aimerais que tu répondes à ça, puis Oui. ça vient encore une fois de Robert Sirois, à qui j'ai beaucoup de respect, OK? Faut, parfois, c'est Félix Leclerc qui nous a dit l'ignorance a le mépris facile. Ce matin à l'émission, Robert Sirois me disait aussi, écoute, Carl, ils ont même, le peuple palestinien a élu le Hamas, comme pour rendre coupable un peu les Palestiniens d'avoir mis au pouvoir ce parti-là. Peux-tu expliquer un peu plus le pourquoi de cette présence-là du Hamas? Puis oui, il y a une partie là-dedans qui ont des mesures quand même assez drastiques, la violence par la violence. Je ne sais pas, je peux me tromper, mais on peut-tu démystifier ça? Puis d'ailleurs, Bertrand, Robert Sirois s'est montré ouvert à tenir un débat, soit avec le général de la Ward ou je te sais aussi capable de tenir un débat dans le respect, même si parfois ça peut être affligeant là, de reprendre des mythes. Mais je pense qu'ici, on va pouvoir le faire, surtout au Québec où on est entouré de l'Empire anglo-saxon qui nous a habitués à identifier des adversaires. Mais je vais te dire, Karl, je vais répondre assez facilement à ça. Les gens doutent des élections aux États-Unis. Ils doutent des élections en France. Ils doutent des élections partout. Alors tu penses que
à Gaza, avec toute l'influence à l'intérieur du Mossad, avec l'influence du Qatar, avec l'influence du Hamas qui est déjà présent et qui est extrêmement financé avec des milliards. Et ça, on le sait par le Qatar, par Israël qui accepte les financements, même des anciens chefs de l'armée iranienne, pas iranienne, israélienne qui le disent, qu'on les incitait à faire passer tout cet argent. Donc tu as un Hamas ultra puissant à l'intérieur de Gaza avec plein d'argent. Beaucoup plus d'argent qu'il n'en arrive en Cisjordanie entre nous. Donc, est-ce que tu penses véritablement que les élections peuvent être justes et donner une vraie image de la volonté des gens? Les gens, ils votent pour qui on leur dit. En France, on leur dit il faut voter pour une chèvre parce que sinon vous allez avoir le Front National. Ils vont voter pour une chèvre. Ou on leur dit il faut voter pour le Front National parce que c'est mieux que Macron. Ils vont voter pour le Rassemblement National ou Front National. Donc à Gaza, les gens, non seulement on leur a dit le Hamas vous donne plus d'argent, il obtient des plus beaux hôpitaux, il obtient des plus beaux, etc., etc. Donc il y en a une partie qui a voté pour le Hamas, mais même si les gens avaient compris que c'était pas leur intérêt d'avoir deux pouvoirs si différents de chaque côté de la frontière de la Palestine, pour simplifier, eh bien, ça aurait été truqué. Il faut que le Hamas soit élu. C'est ce qui intéresse le plus Israël. Le peuple n'a pas véritablement son mot à dire. Je suis pas en train de dire que les gens n'ont pas voulu du Hamas, hein, pas du tout. Je dis que qu'ils en aient voulu ou pas, de toute façon, ça aurait été le Hamas. Les gens, ils voulaient pas de Macron en France, ils voulaient de Fillon. Mais des gens très puissants voulaient de Macron. Eh ben, on a eu Macron. Ils ont fait tomber Fillon et ils ont mis Macron face à Marine Le Pen. Donc, ils étaient sûrs qu'il allait être élu. Et une fois qu'il a pris le pouvoir, eh bien, c'était facile. Est-ce qu'ils ont truqué les résultats pour obtenir? Eh ben, le Hamas, c'est pareil. Le Hamas sert les intérêts d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est Netanyahou qui le dit le mieux. Il y a plein d'interviews de Netanyahou dans lesquelles il explique. De la même manière que le RN sert les intérêts de Macron. Je sais qu'il y a plein de gens qui réussissent pas à le comprendre, mais c'est exactement la même chose. C'est très éclairant ce que tu me dis là, parce que moi, j'ai pas les réponses que tu as, j'ai pas les connaissances que tu as, puis je sais qu'on peut avancer beaucoup à travers mes émissions parce que il y a des choses à connaître, là, puis moi, quand je suis pas certain ou je, 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 je ressens chez certains collaborateurs où il y a une certaine des mythes qui sont à détruire si on veut arriver à sortir du brouillard de la guerre. Mais est-ce que ça aussi qui me fait espérer dans le cas de Robert Sirbois, c'est qu'il cherche des solutions à cette idée-là de d'œil pour œil, dent pour dent, parce que ça terminera jamais. Il y aura toujours une bonne raison pour attaquer l'autre. Je vais te donner encore un autre. Je vais te donner un autre élément. À partir du 7 octobre, dans les jours qui ont suivi, ont été implacablement détruits tous les lieux d'administration, les commissariats de police, le Sénat. Et quand c'était pas entièrement détruit, une fois qu'ils ont conquis les zones, ils les ont mis à plat sans mettre en sécurité les archives. Donc ils ont détruit toutes les archives des Palestiniens de Gaza, tout. Il n'y a plus d'archives, ils n'existent plus. Ils savent plus, ils pourront pas avoir de copies de papier d'identité, de machin, de rien. S'ils n'ont pas pu garder un certain nombre de choses avec eux, ils n'ont plus rien, ils ne sont plus rien. Ce sera que sur la base de témoignages. Donc dans une société comme la nôtre, où tu as le contrôle tout le temps, les papiers, la surveillance, on a déjà effacé l'histoire des Palestiniens, on a laissé effacer. Ensuite, très rapidement, l'eau a été coupée. Israël a dit, mais on est en guerre contre eux, pourquoi on leur fournirait de l'eau? Je rappelle que même la Russie continuait à fournir du gaz sans jamais arrêter à l'Ukraine. La Russie continuait à payer l'Ukraine pour que le gaz russe traverse et aille vers l'Europe. Et la Russie payait ses dettes alors que l'argent avait été confisqué par l'Europe parce que ils n'étaient pas d'accord. Et quand la Russie a menacé d'arrêter de laisser couler son gaz ou son pétrole
en disant mais là ils nous en piquent plein parce que ils ponctionnaient le gaz en Ukraine. Ah, tout le monde a dit mais c'est horrible, vous voulez les tuer de froid, et les Russes ont continué. Mais quand c'est l'eau ou la nourriture avec Gaza, tout le monde trouve ça normal. Alors que c'est de l'eau, c'est vital l'eau, bien plus que le gaz ou le pétrole. Donc, la Russie a toujours respecté ses contrats. La Palestine qui est occupée par Israël, qui est en ghetto, on leur coupe l'eau. On interdit aux camions d'arriver d'Égypte. Il y avait des centaines de camions qui étaient bloqués à la frontière à Rafah entre l'Égypte et Gaza, qui est la seule frontière avec quelqu'un d'autre qu'Israël. Eh bien, Israël bombardait avec ses avions en disant si vous laissez passer quoi que ce soit, c'est un acte de guerre. Et l'explication, c'était au milieu des bonbonnes d'eau, il pourrait y avoir des armes ou des roquettes cachées, ou il pourrait y avoir des médicaments qui vont servir à soigner les soldats du Hamas. C'est-à-dire que c'était une punition collective contre la population civile de Gaza, soi-disant pour régler leur compte à des terroristes du Hamas. Alors que aujourd'hui, le Haaretz a dit oui, ça y est, on a la preuve que une grande partie des personnes qui ont été tuées le 7 octobre ont été tuées par l'armée israélienne parce qu'il y a eu ordre de tirer sans faire de quartier, peu importe sur qui ils tiraient. C'est ce qu'on appelle la doctrine Hannibal. Donc ça, c'est le Haaretz qui a sorti l'information. Beaucoup de gens le savaient. Beaucoup de gens l'avaient dit déjà. Il y avait des images, mais le Haaretz, c'est un peu le journal sérieux. C'est le New York Times d'Israël. Ils ont conclu ça. Mais je vous rappelle qu'après le 7 octobre, quand tout le monde disait on veut comprendre comment c'est possible, Netanyahou a dit non, là maintenant, on fait la guerre, on fera l'enquête après la guerre. Vous imaginez? Après avoir tué 40, 50, 100 000, 200 000 personnes avec tous ceux qui meurent des conséquences de leurs blessures, mais qui meurent pas sur le coup. Ils sont pas comptés comme morts de la guerre. Si tu meurs une semaine après avoir été amputé à cause d'une bombe, on considère que c'est pas la bombe qui t'a tué. Non mais, dans quel pays on croit ça? Parce que là, l'explication, c'est on va pas les compter comme morts de la bombe, c'est parce que leur système médical, c'est des mauvais médecins. C'est leur faute. Sauf qu'ils n'ont pas d'anesthésie, ils n'ont pas d'antiseptique, ils n'ont plus d'hôpitaux qui fonctionnent, ils n'ont pas de générateur pour avoir l'électricité, etc. Donc, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont le courage de débattre de ça. Sur les grandes chaînes de télé, personne ne dit ce que je dis. Et dans les médias américains, pareil, ils disent rien. Ils montrent des images, ils disent c'est triste, etc. Mais personne n'approfondit ça. Les seuls qui approfondissent un peu, c'est quelques médias iraniens, des médias syriens, des médias russes, etc. Parce que eux, ça les intéresse. Et les médias russes, c'est récent. Les médias russes, ils ont commencé à véritablement parler d'Israël quand, dans les médias russes, les producteurs russes, mais qui avaient des fortes accointances avec Israël, ont été remerciés avec férocité parce qu'ils empêchaient le débat également sur les chaînes russes. C'est-à-dire qu'à un moment, les Russes ont dit mais c'est pas possible. Au début, on n'avait que des Américains et des Européens qui contrôlaient nos médias, et donc ils ont été obligés, enfin tu vois, d'éviter d'être envahis. Ils hésitaient même à supprimer YouTube, Facebook, etc. parce qu'en fait, c'était des médias qui jouaient contre le pays à l'intérieur. C'était comme des armes de destruction massive. Il s'est passé la même chose après le 7 octobre. Donc, ils ont donné des avertissements, certaines chaînes, et puis à un moment, ils ont dit, ça suffit, on peut pas être un pays qui soutient dans nos médias ce qui se passe. Et d'un seul coup, il y a eu un changement. C'est-à-dire, aux Nations Unies, les Russes ont commencé à parler différemment, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience entre les Chinois et les Russes de quelque chose qui leur paraissait complètement inimaginable. En fait, ils n'avaient pas imaginé une telle horreur. Et personne ne peut imaginer ça. Même l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, prend mes faits et causes pour la Palestine et se rallie complètement à l'Iran, etc. Parce que
comme tu dis, il en va de la survie d'Israël, mais Israël chaque jour détruit plus son image. Pas dans l'Occident, parce que personne ne parle comme toi et moi, mais dans tout le monde des BRICS, les gens regardent, ils voient ça. Alors évidemment, c'est plus le cas maintenant au Mexique, où toutes ces images, c'en est fini. Je ne sais pas si tu réalises l'influence. La Cour pénale internationale qui voulait émettre un mandat d'arrêt. Ils ont pu émettre très vite un mandat d'arrêt contre Poutine. Personne ne sait pourquoi, comment, etc. Mais ça, le monde entier en a parlé. Poutine, criminel, pour soi-disant des enlèvements d'enfants. T'imagines? C'était genre Russie super pédophile, quoi, ou pire. Donc, on prenait le pire reproche qu'on peut faire aux sphères politiques d'Occident, on en accusait la Russie. Ils ont volé des enfants en Ukraine. En fait, c'est eux les méchants pédophiles. Eh bien, ils ont pas réussi pour l'instant, la Cour pénale internationale, à émettre de mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, qui a soif, qui affame, qui empêche les hôpitaux de fonctionner quand ils les ont pas détruits complètement, et qui tue par milliers chaque mois des femmes et des enfants. Putain, mais bordel, on est humain ou pas? Non mais, il n'y a pas d'excuse à ça. Et donc, quand tu constates ça, quand tu le vois de tes propres yeux et tu vois la mécanique qui est en place, tu ne peux pas te taire. Je rappelle qu'au moment du 7 octobre, les médias passaient en boucle des informations qui se sont toutes révélées fausses. Les 40 bébés décapités, les viols, les machins. Même les Nations Unies ont dit que c'était faux. Parce que les personnes du Hamas, terroristes ou soldats, ou appelez-les comme vous voulez, je m'en fous. Ils avaient des caméras comme les policiers, justement, pour éviter qu'on puisse les accuser. Eh ben, les Israéliens ont refusé de donner toutes les caméras aux enquêteurs. C'est-à-dire que sur des caméras, on voyait qu'il y avait d'autres caméras de personnes qui étaient mortes. Sur, tu sais, quand la police israélienne est arrivée, ils ont dit on voudrait les caméras. Ah, on les retrouve plus. Ah, on les a pas. Ah, on peut pas vous les donner pour l'instant. Parce qu'en fait, ces caméras, qu'est-ce qu'elles prouvaient? Que les mecs avaient pas une mauvaise attitude. C'est ça que ça prouvait. Au moment où il y a eu l'épisode, il y a des personnes qui ont été retrouvées, des otages âgés ou autres qui ont été libérés, et qui disaient qu'ils avaient été bien traités, qu'ils mangeaient mieux que les terroristes eux-mêmes, que les mecs risquaient leur vie pour protéger la vie des otages. Alors qu'on voit les gens qui sortent des prisons d'Israël en ayant perdu des organes, en étant devenus aveugles, en étant estropiés, en ayant des tas de maladies. Même un enfant qui a été arrêté, qui était mis un peu genre en garde à vue, et ils lui ont pété toutes les phalanges des doigts. Non mais... C'est pas fait ça tout seul en prison, là, c'est clair. Bah non, évidemment que non. Parce que c'était un enfant qui rêvait d'être pianiste et qui le racontait et qui disait mais moi je veux pas être militaire, je veux pas être terroriste, je veux être pianiste. Ils ont pété les phalanges des doigts. Alors après on dit mais t'as pas la preuve, c'est quoi les sources? Mais je vous emmerde. Vous avez répété qu'il y avait 40 bébés décapités, c'était faux. Et personne vous a demandé les sources. Parce que comme c'était dit par Israël, il fallait croire. Mais quand un mec se fait à 12 ans, se fait briser les phalanges, quand il y a autant de décapités, etc., alors là, il faut pas croire. Parce que tu comprends, on peut pas croire, c'est des musulmans, c'est des arabes, ils mentent tout le temps. Écoute, la discussion que j'ai eue avec Robert Sirois ce matin, j'ai pris la peine de le remercier parce qu'il nous donne l'occasion de le réexpliquer comme il faut. Puis il faut reproduire ça. Là. Je vais parler à Bob Sirois dans les prochains jours. Et on va, parce que lui, il m'a dit quand des preuves là, de têtes arrachées par le Hamas, des viols et autres, il dit on a eu des images de ça, mais tout est disparu sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est comme les images de la conquête de l'espace. La NASA, le plus grand pas pour l'humanité, ils ont perdu les images. Wow. Donc à chaque fois qu'il y a des images comme ça, bizarrement, ça disparaît.
Les seules images qu'il y a eu, c'est les images d'hélicoptères Apache américains fournis à Israël qui bombardent toutes les voitures avec des missiles Hellfire, des images de chars qui détruisent des maisons. Comment veux-tu que les mecs avec des petites Kalachnikov toutes pourries, ils aient fait les dégâts qu'il y a eu dans certaines maisons du kibbutz? Comment t'expliques que dans un kibbutz dans lequel tout le monde est armé jusqu'aux dents, ça se passe dans Israël, pendant 24 heures, un petit groupe d'une vingtaine de mecs du Hamas, ils ont réussi à prendre le contrôle du village. Mais même en France, ça n'arriverait pas alors qu'on est 50 moins de fois armés qu'en Israël où ils sont sans cesse sur le qui-vive. Enfin, et il faut être raisonnable. C'est une prison, Gaza. Personne peut sortir sans se faire abattre. En 2 minutes, il y a tous les systèmes d'alerte du monde, même les Américains. Ils avaient un porte-avions à cet endroit-là, à cette date-là. Donc tu parles qu'ils savaient tout ce qui se passait à Gaza. Ils avaient 50 bateaux dans la Méditerranée à ce moment-là. Pourquoi ils avaient autant de bateaux? Qu'on m'explique. Ah, le lendemain, le 7, quand ils découvraient le 8 par surprise qu'il y avait ça, ils disaient surtout la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada. On est, pas le Canada, ils signaient pas parce qu'ils venaient d'avoir, ils venaient d'applaudir un nazi au Parlement canadien. Donc là, ils se sont mis un peu en réserve un peu, mais les Italiens ont dit il faut qu'on assiste Israël, ils sont en guerre contre le Hamas, l'Iran, le Liban et tout, vous bougez pas, il y a tous les porte-avions américains. T'imagines, ils étaient là comme par hasard et ils ont rien vu. Ils n'ont pas entendu qu'il y avait 1200 personnes dans un tout petit truc. Gaza, c'est tout petit. Comment tu fais pour coordonner 1200 personnes sans qu'aucun espion, mais même la veille ou l'avant-veille le sache? Mais dans une banlieue, ils savent quand il y a 3 mecs qui bougent le cul pour faire une opération. Et là, le Mossad, les machins qui contrôlent toutes les communications, tout, qui ont des centaines de personnes infiltrées. Moi, j'ai un artiste qui a fait son service militaire là-bas et qui est un bon copain. Et qui me dit, mais Bertrand, il y a des centaines de personnes du Mossad et autres qui sont infiltrées en permanence. Mais jusqu'à la direction du Hamas. Il n'y a pas que dans les films d'Hollywood qu'il y a de l'infiltration. Ils ont découvert, attends, un point important. L'hôpital, le fameux hôpital Al-Shifa, où ils étaient censés avoir beaucoup d'armes, etc. Ils ont découvert, les enquêteurs des Nations Unies, qu'il y avait 2 personnes à l'entrée de l'hôpital principal qui vendaient de l'eau et des petits sandwichs. Que c'était des gens du Mossad. Ça faisait 8 mois les personnes qui vendaient l'eau et les sandwichs à l'entrée de l'hôpital, un jour, ils ont disparu, ils avaient été tués, et il y avait ils avaient été tués, vraisemblablement. Et il y avait ces 2 lascars qui sont arrivés là sans que personne sache d'où. Comme quoi c'était prévu depuis longtemps. Et en fait, ces gens-là savaient qui rentrait, qui sortait. Ils parlaient, tu sais, quand tu vas acheter de l'eau ou un petit sandwich ou un petit machin, les mecs te posent des questions. Ils savaient tout ce qui se passait. Et avec les images de surveillance, etc., ils ont pu tout refaire. Ils ont pu tout recomprendre. Ils savaient tout. Donc évidemment, ils savaient qu'il n'y avait pas de gens de Hamas dans cet hôpital. D'ailleurs, ils n'ont jamais pu le prouver. Alors Robert, qu'est-ce qu'il dira? Ah bah non, mais regarde, il y avait des câbles, mais ils les ont coupés au dernier moment et tout. Mais non, mais c'est n'importe quoi. On va poursuivre ce débat-là, puis j'en communiquerai avec toi cette semaine. Et si bien sûr, on le veut bien, du côté de Robert, j'aimerais beaucoup faire l'émission de dimanche matin, 7h heure du Québec, 13h heure de France, pour qu'on puisse échanger les deux ensemble, pour qu'on puisse avancer là-dedans. Et en gardant un ton très respectueux, même si des fois, il y a certains commentaires qui peuvent être qui peuvent dépasser l'entendement. Moi, je comprends très bien ce que tu expliques. Mais moi, je raconte les faits. Karl, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Quand une petite fille meurt avec toute sa famille dans une voiture et qu'il y a 1700 balles de char dans la voiture, et que la petite fille, elle avait été protégée par les corps des membres de sa famille et qu'elle a pu rester au téléphone pendant 1 heure, que l'ambulance des secours, les secouristes ont également été tués, et que pendant des semaines, parce que ça avait fait un scandale aux États-Unis, Israël disait c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous,
Ça doit être jusqu'à ce que ce soit prouvé que c'était eux. Mais tout le monde avait oublié entre-temps. Parce qu'en fait, ils mentent, ils disent c'est pas nous. Et puis il y a tellement d'autres exactions, d'autres actes de barbarie, qu'en fait on oublie tout. Et ça devient une banalité. Et les gens disent je veux plus voir, je veux plus en entendre parler, je comprends rien, c'est trop compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne. Il te bourre le crâne de dire non, non, mais c'est pas nous. Alors que c'est une évidence. Le type de balle, le nombre de balles, etc. Ça pouvait pas être des gens du Hamas parce qu'ils essayaient de dire c'est les gens du Hamas qui se sont trompés, c'était des tirs croisés. Mais nous, évidemment, on tire pas sur des voitures de civils, etc. Et au début, ils ont même essayé de dire pour les convois humanitaires que c'était pas eux qui avaient tué les 9 humanitaires. Et puis après, il y a eu les preuves qui sont sorties. Mais c'est monstrueux ce qui se passe là-bas. C'est monstrueux. Et c'est pire qu'on imagine. Les journalistes se font tuer plus que pendant toutes les guerres. L'autre argument massue qu'ils nous sortent, c'est que si vous croyez que le monde va être meilleur avec les pays émergents, qui sont des dictatures, l'Iran, la Russie, la Chine, on va souvent parler qu'en Chine, on traite la population d'une façon très dure. On va avoir un monde meilleur avec ce groupe-là qui émerge actuellement, qui s'oppose aux intérêts américains dans le monde. Ben, vous mettez un doigt dans l'œil. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Mais je vais répondre déjà une première. Mais je vais répondre une première chose. Le monde occidental, le monde des Américains, des Européens, etc., c'est un monde d'esclavage 3.0. C'est-à-dire, j'expliquais ça dans une autre vidéo, 80% des peuples, ils travaillent pour boire assez d'alcool ou prendre assez de vacances pour oublier leur vie misérable. Donc en fait, tu travailles pour boire ou pour aller dans des vacances ou dans une caravane pour oublier que tu as travaillé comme un misérable ou que tu vas au boulot mais que tu n'as même rien à faire, mais que bon, tu es dans une grosse administration, dans un gros machin, etc. Les gens doivent avoir 2-3 boulots. Ils font des sandwichs dans un McDonald's, ensuite ils vont laver des bureaux la nuit, etc. Et il y a des gens riches ou très riches, eux, qui le sont de plus en plus. Donc notre système, en fait, les gens, ils ont même plus le temps et l'énergie de se rebeller parce qu'on leur explique que c'est normal, mais que s'ils continuent à bien travailler, leurs enfants auront peut-être l'espoir d'une vie meilleure. Mais l'ascenseur social, il existe quasiment plus. Il existe un peu. On a vu aux États-Unis tous les gens, les gens qui croyaient avoir gagné beaucoup d'argent dans la musique ou la chanson, du jour au lendemain, s'ils sortaient du discours établi, ils étaient ruinés. Du jour au lendemain, alors qu'ils pensaient être très très riches. On a vu comment celui qui voulait faire de la politique, je sais plus comment il s'appelle. Le rappeur qui voulait faire de la politique avec Trump. Je peux t'en nommer un, Jean-Marie Bigard, là, pendant la COVID. Bah pareil. Il a voulu se mettre à sortir du narratif, puis il a fait vite comprendre que s'il voulait faire encore des spectacles, il devait mieux suivre Bon, en tout cas, c'est un des modèles du spectacle. Et immédiatement, il s'est mis à être invité chez Hanouna, il a plus jamais parlé de sujets qui fâchaient, et il a gagné de l'argent tous les mois. Mais non, mais le système, il paye, il empêche les gens qui le dénoncent de gagner leur vie. Et pour les autres pays, qu'est-ce qui se passe? Les autres pays sont sous des sanctions épouvantables. Ils sont infiltrés. Il y a des tentatives de révolution de couleur. Enfin, l'Iran, ils connaissent ça, c'est sans arrêt. La Russie, pareil. Ils ont essayé de faire même une révolte avec, tu sais, le groupe militaire Wagner, etc. Donc, c'est des pays qui sont sans cesse avec une volonté d'être détruits. La Chine, c'était le mondialisme. C'était donc, évidemment, quand tu es attaqué comme ça, par un ennemi qui a tellement de milliards et qui peut corrompre qui il veut, quand il veut, comme il veut, etc. Mais tu es obligé d'être un peu ferme pour te protéger. Parce que malheureusement, les gens sont pas très honnêtes. Toi, tu pourrais avoir une boîte magnifique que tu as héritée, qui est grande, etc. Et puis un jour, tu as besoin de recruter un intérimaire ou autre, puis il a l'air sympa. Puis tu commences à lui faire confiance, mais en fait, il a été payé par un de tes concurrents. Et puis, mais il t'a fait tellement confiance que tu pars
Et puis un jour, tu viens et il dit, ah, il y a eu un incendie qui s'est déclaré. Regarde, j'ai la main toute brûlée. Je me suis tordu la cheville. J'ai tout fait pour essayer. Mais dans ta tête, tu sais qu'en fait, c'est lui qui l'a fait. Mais d'une part, tu vas pas pouvoir le prouver. Mais c'est ça qui se passe en Occident avec les Nord Stream, avec les attentats Crocus, avec les attentats. En fait, on sait qu'il fait. Tout le monde se doute qu'il fait. Mais en fait, c'est suffisamment bien fait pour que tu puisses pas avoir la preuve de qui a fait. Et donc, t'as ces infiltrations. Pourquoi subitement, en Russie, il y a plein d'attentats, il y a plein de choses? Parce que c'est pour faire craquer le pays. Après un an de guerre, ils n'ont pas réussi à les faire craquer militairement sur le front. Donc, ils essaient de créer des nouveaux fronts. Et des nouveaux fronts en Géorgie, et des nouveaux fronts en Arménie, et des nouveaux fronts avec l'Iran, avec la mort du président iranien. Ça aurait pu complètement déstabiliser l'Iran. Et donc, c'est véritablement, il faut imaginer que ces gens-là vivent avec les vies des autres, etc., comme si c'était un jeu de société. Pour eux, 100 000, il faut se rappeler de cette phrase de je sais plus quelle, Hillary Clinton ou Madeleine Albright ou je sais plus laquelle, et qui disait, mais c'est quoi 1 million de morts irakiens? C'est le prix de la démocratie, c'est rien du tout. Mais comme s'il y avait la démocratie en Irak et en Libye et ailleurs. Donc, tu vois, c'est des mensonges. Mais ça passe parce que ces gens-là le disent avec beaucoup d'assurance. Et quand tu es dans un débat ou dans un dîner avec eux, ils disent ça avec tellement de force que si tu vas contre eux, c'est comme si tu leur disais on va devoir se battre. Tu vois, ils essaient pas de débattre, ils essaient pas d'écouter tes arguments. Ils vont t'imposer un truc monolithique en disant mais tous ces pays c'est des barbares, c'est des dictatures, c'est des machins. Si tu oses dire que tu les défends, c'est que tu fais partie de ce club de monstres terroristes et dictatoriaux. Et ça, il faut 30 secondes pour leur dire. Alors que pour leur dire l'inverse, il va falloir 20 minutes. Il va falloir raconter ce qu'est la Russie. Il va falloir raconter ce qu'est la Chine. Il va falloir parler de l'Iran, de la vie quotidienne en Iran. Et comme les gens connaissent pas la vie quotidienne en Iran, les gens, tu vois jamais à la télé des images de la vie en Iran. Quand tu vois des images de la vie en Iran, tu as l'impression que tu as tout le temps des policiers avec des mitraillettes qui tirent sur les femmes si elles n'ont pas de pouvoir. Mais c'est n'importe quoi. De foulard, pardon. Tout ça, c'est faux. C'est comme les images de la Russie ou de la Chine. Il suffit d'aller là-bas pour se rendre compte que c'est faux. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas, pas en Chine. Mais j'ai des amis qui y vivent et qui disent, mais c'est n'importe quoi ce qu'on vous raconte à la télé. C'est n'importe quoi. Comme en Australie pendant le Covid ou en Nouvelle-Zélande. En France, on nous disait 10 fois pire que la réalité de ce qu'ils avaient, qui était déjà inacceptable. Mais ils nous disaient ça pour faire accepter les horreurs qu'on faisait subir aux Français, en leur disant c'est pire en Australie. Et tout ça, c'était les méthodes McKinsey, Véran, machin, etc., pour nous faire accepter l'inacceptable. Parce que comme c'était pire ailleurs, on devait être heureux. On veut mentir qu'il vient de loin. Voilà. C'est facile. Mais non, mais on pourrait dire n'importe quoi sur le Québec. Les gens, ils voudraient bien le croire si tu as l'air convaincant. Oui. Ah oui, oui, oui. Bertrand, ça a encore été un immense plaisir. Tu m'as permis, avec les questions que je t'ai posées, là, de détruire plusieurs mythes. Et j'espère que mes deux collaborateurs du dimanche matin vont accepter de t'accueillir. Je crois que ce serait une émission vraiment très intéressante parce que je te sais calme vis-à-vis ce genre d'arguments-là et qu'on puisse vraiment approfondir ça. Parce que j'ai mon collaborateur Ken Pereira et Robert Sirois qui sont très proches des Américains, mais qui ont quand même un sens critique, qui sont capables d'accepter eux aussi de remettre en question leurs croyances. Et je vais leur lancer l'appel cette semaine. Et si tu es disponible dimanche prochain, 7h, OK. Québec, 13h, heure de France, C'est noté. qu'on puisse mener ce débat-là. Et pas pour se détruire un et l'autre, mais vraiment pour avancer. Et tu vois comme quoi ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas anticipé qu'on allait parler à cette heure-ci. Ils n'avaient personne pour attaquer le réseau.
Et quand on sera pas à l'écran à 8 heures, là, mon internet va être pourri, mais je l'utiliserai Oui, pas. Comme quoi, tu vois, parce que ça fonctionne très bien. Il y a aucune raison. oui, c'est vrai, ça, tu me fais remarquer ça, effectivement, Bertrand. Écoute, j'ai un petit vidéo qui dure 1 heure. Je ne mettrai pas l'heure, je vais juste mettre les 5 premières minutes des fameuses révolutions pour Et mets l'enregistrement. mon adresse pour que les gens s'inscrivent à mes Substack ou s'ils veulent aider un peu. Oui, je mets ça tout de suite.